Voilà le plus ancien document déclassifié de la CIA. Des recettes d'encre invisible. Un peu de sulfate de fer, du cyanure de potassium, de l'amidon de riz mélangé, et voilà. T'envoies le message à ton pote, qu'a plus qu'à le passer sous de l'eau, de l'iodate de potassium et de l'acide tartrique. Oui, ou utiliser la lumière au bout de ton stylo, comme celui que j'avais en primaire. Eh, rigole pas. C'était très sérieux pendant la Première Guerre mondiale. Sur le doc, il y a même une formule allemande apparemment récupérée par la France. La CIA a déclassifié la recette en 2011. Aujourd'hui, avec l'évolution de la chimie et de la technologie, c'était plus vraiment sensible. Mais des documents plus controversés, il y en a eu. On avait déjà parlé de la zone 51 dans notre vidéo sur les aliens. Mais est-ce que tu connais les bijoux de famille? C'est un ensemble de dossiers de la guerre froide déclassifiés en 2007. Et là, c'est chaud, des cadavres dans le placard, selon le directeur même de la CIA de l'époque. Alors, ensemble, fouillons dans les dossiers les plus sensibles de la CIA. La CIA a voulu épiler Fidel Castro. Sa barbe, c'est tout un symbole, son image. Du coup, la CIA avait prévu de pulvériser un produit dépilatoire sur ses chaussures pendant son séjour dans un hôtel. Pas de bol, il a annulé son déplacement. Ouais, alors moi je préfère leur autre tactique. Pulvériser du LSD sur un plateau télé juste avant une de ses apparitions. Il aurait fini par dire n'importe quoi. Pour essayer de se débarrasser de Castro, la CIA s'est montrée créative. 638 tentatives d'assassinat. Alors, le chiffre est un peu exagéré, toutes ne sont pas de l'agence. En réalité, on en compte plutôt 7. Toutes ont échoué. Et autant il y a eu des tentatives sérieuses, comme l'invasion de la baie des cochons, l'un des échecs les plus cuisants des États-Unis, mais aussi il y a eu des propositions plus originales, comme l'opération Mongoose. Ils ont tenté le cigare explosif et le stylo empoisonné avec une fine aiguille de Blackleaf 40. Échec. Ils ont même utilisé la mafia pour lui servir son milkshake au chocolat préféré avec un peu de toxine botulique dedans. Les pilules étaient dans le congélateur, sauf qu'elles se sont collées aux parois. Le serveur a essayé de les retirer, stressant parce que Castro était juste derrière, et bim, il les éclate. Ils ont essayé de passer par une de ses maîtresses pour l'empoisonner, de poser une bombe dans un coquillage sur sa plage préférée. Ils ont même voulu lui offrir une tenue de plongée, oui parce qu'il était fan de plongée, le Castro, enduite d'un champignon qui déclenche une maladie de peau et des poumons. Et Castro, il se doutait bien qu'il était dans le viseur des États-Unis. Lors d'une célèbre interview, alors qu'il se rendait à New York, on lui demanda s'il portait un gilet pare-balles. Castro dit non, montre son torse pour prouver et dit tout fier: Tengo un chaleco moral. I have a moral one. Finalement, il est bien mort de façon naturelle. La CIA n'a rien à voir là-dedans. On rigole, mais il a fallu attendre un décret présidentiel de 1976 pour bien dire que la CIA n'avait pas le droit d'assassiner des dirigeants étrangers. Ça s'apparente presque à du terrorisme, et Castro n'était pas le seul sur la liste. Est-ce que vous connaissez Patrice Lumumba? Après l'indépendance du Congo, il devient Premier ministre. Connu pour son discours radical anti-belge, on le soupçonne de se rapprocher de l'URSS. La CIA commence donc à réfléchir à se débarrasser de lui. Et là, c'est complexe. Il y aurait une réunion un peu tendue avec le président américain. Certains témoins disent qu'il a subtilement donné l'ordre d'assassiner Lumumba. Si le chef de la section de la CIA sur place raconte qu'il avait l'occasion de verser quelque chose dans sa soupe et de déposer un dentifrice empoisonné, il se rétracte, jugeant ça moralement douteux. La situation au Congo dérape, une région a fait sécession, c'est la guerre civile. Un militaire, futur dictateur soutenu par l'ONU et les États-Unis, fait un coup d'état et Lumumba est arrêté puis mis sous résidence surveillée. Il sera abattu par des soldats congolais quelques mois plus tard. Son corps sera dissous dans l'acide, seule une dent subsistera. Amérique du Sud, Caraïbes, Moyen-Orient, la liste des assassinats directs ou facilités est vraiment longue. Des animaux espions. Est-ce que vous soupçonnez votre chat de vous espionner? Non? Eh bien vous devriez. Un des anciens employés de la CIA a révélé l'existence du projet Acoustic Kitty. Apparemment, l'agence aurait charcuté un pauvre matou, un micro implanté dans l'oreille et une antenne cachée dans la queue. L'objectif, l'envoyer se balader incognito pour écouter des conversations. Manque de bol, le petit chat est mort dès sa première mission, écrasé par un taxi. Et tout ça, c'est faux. Enfin, la partie charcuterie, Frankenstein et taxi. La CIA a bien étudié la possibilité d'utiliser des chats espions, mais avec toutes les précautions du monde. Et le matou n'est pas du tout mort écrasé. Juste, tu peux pas contrôler où se balade un chat en fait. Du coup, c'est pas très fiable comme espion. Et c'est pas le seul animal dans la liste des candidats. On a eu aussi des poissons, notamment des dauphins. Attention, de vrais dauphins, parce que la plupart des animaux espions sont en fait des véhicules déguisés en animaux. Genre deux poissons-chats, Charlie et Charlène, dirigés par radio, conçus pour récupérer des échantillons dans une rivière afin de détecter des résidus nucléaires par exemple. Il y a aussi eu une fausse libellule, pratique avec son vol stationnaire pour écouter aux alentours. Mais aucun de ces véhicules n'a jamais été déployé sur le terrain.
Bah oui, un coup de vent et au revoir la libellule espion. Un projet qui a fonctionné, non? Avec des pigeons. Faut dire, ils sont plus fiables. On les utilisait déjà pendant la Première et Seconde Guerre mondiale pour se transmettre des messages. Et même encore avant, on les a littéralement domestiqués pour ça. Mais la CIA a vu plus loin. Elle a créé un harnais spécial pour y accrocher un appareil photo. Il les guidait avec un laser, les lâchait depuis des voitures en mouvement incognito. Et ben, les images étaient plus qualies que celles prises depuis des avions ou des satellites. Personne ne se méfie des pigeons. Ils pouvaient donc être beaucoup plus près sans attirer l'attention. Et c'est fiable. Tu préférerais qu'ils utilisent des médiums? Parce que ça aussi ils l'ont fait. Le projet Stargate, plus de 20 millions de dollars pour voir si des médiums pouvaient être utiles, notamment dans la visualisation d'un bâtiment. C'est des vraies recherches, il y a des documents avec des schémas et tout. Mais bon, c'est bidon, il y a des spécialistes et des scientifiques qui ont examiné les dossiers, 15% des résultats étaient concluants. Avec ce score, c'est presque que de la chance. Les médiums ont échoué à localiser Kadhafi, des réserves de plutonium en Corée du Nord, trouver des otages, démanteler des trafics de drogue, etc. On leur a pourtant donné des trucs sympas à trouver, comme l'Arche d'Alliance. Ouais, comme dans Indiana Jones. D'ailleurs, le gars, l'agent 32, avait dû voir le film, parce que le dossier décrit un désert, une région plutôt arabique, des entités qui gardent l'arche en or, argent et bois qu'il ne faut surtout pas ouvrir, avec de petites statues ailées dessus. Et c'est pas tout, je suis aussi tombé sur un document où un médium raconte ses visions de la planète Mars. L'agent de la CIA lui donnait des coordonnées, lui demandait de décrire ce qu'il voyait, puis de se déplacer dans le temps. Dans le temps? Ouais, le médium a fait voyager sa vision dans le temps. Plus précisément dans le passé. Apparemment, les Martiens étaient des êtres grands et minces. À cause d'une catastrophe géologique, ils ont dû se réfugier dans des pyramides ou des terriers de lapins. Une mission d'exploration spatiale aurait même été envoyée pour trouver un autre foyer. L'entièreté de l'entretien est disponible en ligne, c'est quelque chose. Le tunnel sous Berlin. Un véritable nid à espions dans les années 50. Toutes les communications, téléphones, télégrammes, etc. entre Moscou et le reste de l'URSS passaient par ici. À l'époque, il n'y avait pas encore de satellite, fallait creuser. Comme les Anglais ont fait à Vienne, l'opération Silver. Ils avaient acheté un bâtiment pas très loin du QG soviétique, l'ont déguisé en boutique de vêtements pour creuser des tunnels et mettre des enregistreurs sur les lignes de communication. La CIA s'est non seulement inspirée du MI6, mais ils lui ont même demandé un coup de main. Cette fois, on le fait à l'américaine. On se cache pas derrière une boutique qui vend du tweed, mais sous une base militaire aérienne et un entrepôt. Le chantier commence en février 54 et dure 1 an. 3100 tonnes de terre creusées sans se faire cramer. Ils ont même dissimulé l'info au maire de Berlin-Ouest. T'inquiète frère, on fait juste des recherches géologiques. L'enregistrement commence en mai 1955. Plus de 40 000 heures de conversations téléphoniques ont pu être récoltées, avant d'être découverts par les Russes. Tout ça à cause d'un espion russe infiltré, non pas à la CIA, mais au MI6, George Blake. Il ne sera arrêté que quelques années plus tard, condamné à 42 ans de prison, il s'évade et rentre à Moscou, où il est traité en héros. Revenons au tunnel. Pris la main dans le sac, l'URSS espérait discréditer la CIA. C'est quand même une violation de la loi internationale. Sauf que le scandale ne prend pas. Au contraire, la presse est hyper admirative du projet. C'est le premier de la CIA d'une telle envergure, et c'est d'une certaine façon un succès. Mais d'autres ont eu des résultats moins encensés. Voler un sous-marin soviétique. Là encore, il a fallu la jouer fine. En 1968, le K-129 disparaît en mer. Malgré ses efforts, l'URSS n'arrive pas à le retrouver. Embêtant, l'engin était équipé de têtes nucléaires. Et ça, les Américains s'en doutent. Sauf que, ils ont réussi à le localiser. Leur système d'écoute était bien meilleur que celui de l'URSS. L'engin, en coulant, a dû émettre un bruit assourdissant que leur radar a repéré. Ils vont vouloir récupérer l'armement nucléaire et d'autres trucs à bord, des livres de code russe par exemple. Une vraie mine d'or. Sauf qu'elle repose à 5000 mètres de profondeur dans le Pacifique Nord. Et on est en 1970, donc ça va être chaud. Surtout si l'objectif c'est de ne pas attirer l'attention des Russes. Comment justifier la construction d'un navire avec un équipement assez costaud pour remonter un sous-marin? En demandant de l'aide à un milliardaire. Howard Hughes a accepté d'associer son nom au projet afin d'endormir la méfiance. C'est un excentrique, il a produit plusieurs films comme Scarface, a acheté une compagnie aérienne et surtout il a construit l'un des plus gros avions du monde. Le profil parfait pour mettre en place un tel chantier de forage en pleine mer. Le Hughes Goldmar Explorer se rend donc tranquille au point où a coulé le sous-marin. La double pince de plus de 2000 tonnes commence sa descente. Elle récupère le sous-marin, mais pendant la remontée, crac, une partie se détache et il coule de nouveau dans les profondeurs. Et si les têtes nucléaires étaient à l'intérieur?
Tant pis, faut aller jusqu'au bout. On récupère le morceau, on le fouille, pas de missile, pas de livre de code, mais 6 cadavres russes. Pas ce que les USA cherchaient, mais ils méritent au moins une cérémonie. Le projet Azorian est un échec. Les autres choses trouvées à bord sont encore tenues secrètes aujourd'hui. 5 milliards de dollars perdus. Beaucoup plus que la mission Apollo 11. Quelques années plus tard, le projet fuit dans la presse américaine. La CIA dément, avec une réponse aujourd'hui devenue célèbre. Nous ne pouvons ni confirmer ni démentir cette information. Une expression surnommée la réponse Gomard, du nom du navire de l'opération. Le dossier n'a été déclassifié qu'en 2010. L'horrible projet MK-Ultra. Après la guerre de Corée, les soldats américains rapportent des récits terrifiants. L'URSS et la Chine auraient mis au point des techniques de torture capables de laver le cerveau des prisonniers et de les transformer en bons petits communistes. On ne peut pas se laisser distancer par l'ennemi. La CIA décide de mener ses propres expériences sur les citoyens américains. Volontaire, pas vrai? Rassure-moi, ils ont prévenu les gens des expériences qu'ils menaient et ils ont fait en sorte de limiter les dégâts. Hein? Saito? 6% du budget de l'agence est alloué au projet. D'abord, on fait ça dans des bordels. Les clients ingèrent du LSD ou de la MDMA, pendant que des agents les observent. Certains parlent dans leur sommeil, mais la méthode est vite abandonnée, les réactions sont trop imprévisibles. 80 hôpitaux, prisons, universités sont alors impliqués. Un célèbre psychiatre est recruté, spécialiste de la schizophrénie et expert ayant participé au procès de Nuremberg. Ironique quand on sait toutes les lois que le projet MK-Ultra va enfreindre. Imagine, tu es admis dans un hôpital canadien pour de simples troubles anxieux. Les médecins te prescrivent des comprimés. En plus de ça, on te soumet à un traitement par électrochoc. Mais pas à petite dose, 27 jours consécutifs avec des décharges 30 à 40 fois supérieures à la moyenne recommandée. Tu résistes? Alors on a d'autres thérapies pour toi. Te passer en boucle des messages avec des insultes ou des ordres. Ou bien te priver de tes sens dans une salle noire, les mains recouvertes de gants avec un bruit constant en fond. À ta sortie, tes proches ne te reconnaissent plus, tu es un légume, voire tu as régressé au stade infantile. D'autres ont perdu tout souvenir de leur traitement ou de leur vie d'avant. L'un des cobayes mettra même fin à ses jours. Mais c'est inhumain, pourquoi faire ça? Qu'est-ce qui justifie ça? Rendre amnésique en cas de capture par l'ennemi, laver le cerveau des prisonniers, mettre au point un sérum de vérité, déconstruire pour pouvoir façonner à ton envie. Tu te souviens du produit débilitant que la CIA voulait utiliser sur Castro? Tu crois qu'ils l'ont mis au point comment? Le dossier MK-Ultra est détruit en 1973 sur les ordres du propre chef de l'agence. Mais une série de documents a survécu. Des commissions et des journalistes révéleront au grand jour les dérives inhumaines de l'agence. La CIA est tenue par la loi de déclassifier régulièrement ses dossiers, au moins 25 ans après, sauf exception, comme les archives sur l'assassinat de Kennedy déclassifiées que l'année dernière, après plus d'un demi-siècle. Et souvent, c'est pas une surprise, les historiens et les spécialistes y découvrent rarement des dingueries. Ça confirme des choses déjà révélées dans la presse ou par des enquêtes. La déclassification est plus à destination des citoyens américains qui ont le droit de s'informer sur ce que leur pays fait pour assurer leur sécurité. Vous vous souvenez des bijoux de famille dont on parlait au début? Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le projet Acheter Lingual a pendant 20 ans lu tous les courriers américains en direction de l'Union soviétique et de la Chine. L'opération Mockingbird a mis sur écoute des journalistes dissidents. L'opération Chaos a infiltré des organisations politiques ou étudiantes pour les pousser à la faute ou les orienter idéologiquement, comme les Black Panthers ou le mouvement Women Strike for Peace. Le cas le plus célèbre étant celui de Gloria Steinem, figure du féminisme moderne qui a aidé à ce que le mouvement ne parte pas trop à gauche. Elle s'en défend, la CIA a été libérale, non violente et honorable. Elle a rapidement pris ses distances par la suite. Même l'art moderne et abstrait a été poussé par la CIA, via le financement de musées et d'artistes. Certains parlent de complans visant à dégénérer l'art. Mais non, c'est beaucoup plus prosaïque que ça. Il fallait montrer que l'Occident c'était la liberté et la dissidence, en opposition à l'art rigide et traditionnel soviétique. Mais je me pose la question avec tout ça. Est-ce que c'est possible de rester démocratique tout en menant une guerre d'intelligence et d'espionnage? Parce que, vu le nombre de fois où la CIA a enfreint ses propres lois ou celles du droit international, c'est chaud. Si tu te poses des questions pour d'autres pays, on a aussi fait une vidéo sur les histoires folles d'espionnage en France et en Russie. Jusqu'où est-ce que tu laisserais ton gouvernement aller pour te protéger ?